Dans la nuit de vendredi à samedi, comme on le sait, les forces spéciales américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au cœur de Caracas. Voilà un événement qui en télescope un autre, une sorte de commémoration, un triste anniversaire, 5 ans, jour pour jour, après l'assaut contre le Capitole. À la fois donc une évolution du Trumpisme, mais aussi une analyse de ce mouvement populiste qui concerne désormais une bonne partie de la planète. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous inviter. Rana Lévy, bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, professeur au Centre de recherche politique Raymond Aron et chroniqueur pour le Figaro. On vous doit Le chaos de la démocratie américaine, qui est publié aux éditions Gallimard. À côté de vous, Célia Belin, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, directrice du bureau français du Conseil européen pour les relations internationales. Célia Belin, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans, depuis cet assaut contre le Capitole, avec aujourd'hui ce Trumpisme triomphant dont on a du mal à mesurer les limites? Pour se remémorer, il y a 5 ans, l'ambiance à Washington, c'était, crépusculaire. C'était, la fin de ce premier mandat de Donald Trump, qui se terminait dans un assaut de violence sur le Capitole, qui a été suivi ensuite par une réponse, musclée, des forces, de police, locales, puis, l'arrivée de, jusqu'à 20 000 militaires américains qui ont occupé Washington, qui ont dressé des barricades pour pouvoir permettre une transition vers l'administration Biden. Et ensuite, ça a été suivi de 4 ans de présidence de Joe Biden qui ont donné le sentiment à ce moment-là, j'étais aux États-Unis, je m'en souviens bien, que le premier mandat de Donald Trump, c'était une parenthèse, c'était une erreur de l'histoire, c'était un moment où l'Amérique s'était égarée et il y a eu, en plus, ça a correspondu aux années Covid et donc un sentiment un peu d'irréel de ce mandat Trump qui avait semblé à l'époque vraiment excessif et le retour de, on dirait une sorte de présidence normale avec Joe Biden. Et puis en fait, ce qui est frappant aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est ce sentiment que finalement, peut-être que la normalité ou la nouvelle normalité, c'est celle de Donald Trump, que la parenthèse, c'était celle de la présidence de Joe Biden, que c'était juste un petit rappel d'une normalité qui a aujourd'hui disparu. Et c'est ça qui me frappe aujourd'hui, c'est que on a vraiment basculé, changé d'air après cette année du nouveau mandat de Trump. Dans ce contexte, Rana Lévy, comment inscrire l'opération qui a été menée au Venezuela? C'est une opération qui pose plusieurs problèmes. D'abord, un problème de droit international. L'Amérique de Trump, l'administration Trump a décidé de bafouer les droits internationaux qui prévoit il y a une charte de l'ONU qui prévoit les conditions dans lesquelles il y a un casus belli qui permet ou ne permet pas d'envahir un autre pays. Cette règle ou cette convention, cette tradition a été bafouée. Elle a été bafouée plusieurs fois auparavant, mais là d'une manière flagrante, délibérée et Mhm. assumée. Il y a aussi un problème de la constitutionnelle, c'est-à-dire que la constitution américaine, elle est très précise et elle prévoit une consultation du Congrès à la veille d'une invasion militaire d'un autre pays, d'une agression, d'une opération contre un autre État souverain. Le Congrès n'a pas été consulté et il paraît que ça ne pose pas un problème grave pour l'administration Trump qui le trouve superflu. Et il y a un troisième phénomène qui est un phénomène géopolitique qui est peut-être le plus inquiétant de ces phénomènes inquiétants, c'est que nous sommes dans un contexte international où l'Iran continue à menacer l'ordre mondial avec l'obsession de faire progresser son programme nucléaire, une trêve à Gaza qui est une trêve très fragile et qui risque, hélas, de ne pas durer longtemps, et surtout une guerre en Ukraine qui n'est pas décidée, qui est d'une certaine manière indécidable militairement, mais avec tous les événements récents et ce que le président Trump nous promet dans l'hémisphère qui entoure les États-Unis,
Et la possibilité, le risque, on est dans une grande inconnue pour l'instant. On est au début de quelque chose dont on ne voit pas l'évolution, clairement l'évolution, et certainement pas le dénouement. Mais si il y a un embourbement du côté de l'Amérique latine, si Trump poursuit son programme, son vaste programme de domestiquer les États de l'hémisphère qui entourent les États-Unis, qui entourent les États-Unis, à ce moment-là, la guerre d'Ukraine change d'allure, change de proportion, et ce changement ne va pas en faveur de l'Ukraine. Célia Belin, dans ce contexte-là, par ailleurs, l'Europe semble absente ou aphone. L'Europe, la France aussi, bien entendu. À partir du moment où Donald Trump est revenu aux affaires, et qu'il avait signalé pendant toute cette deuxième campagne présidentielle ou troisième, qu'il allait continuer à être très dur avec les Européens, qu'il allait pouvoir résoudre la question ukrainienne en 24 heures, planait l'idée que Trump allait abandonner l'Ukraine, qu'on allait être soldé finalement par désintérêt profond pour ce qui se passe. Et les Européens, collectivement, ont décidé que le plus urgent, c'était de sécuriser l'Ukraine, parce que derrière la sécurité ukrainienne, c'est la sécurité européenne, que les enjeux sont trop importants, parce que voir Kiev tomber, c'est prendre le risque qu'un jour, l'Europe n'ait pas seulement à affronter la Russie, mais à affronter et la Russie et l'Ukraine ensemble, les deux plus grandes armées, les plus aguerries aujourd'hui d'Europe. Et l'Europe sait profondément, tous les pays européens, qu'elle n'est pas prête. Et donc, elle a quand même avalé un grand nombre de couleuvres au cours de cette année, à accepter des choses inacceptables, à accepter des droits de Par douane. exemple. Des droits de douane extrêmement élevés, et à finalement avoir une négociation qui a surtout consisté à revenir à un taux finalement gérable pour les Européens, mais à ne pas adopter de mesures de rétorsion, à accepter de prendre la décision de dépenser, ou en tout cas comme un objectif, 5% du PIB pour sa défense, sachant très bien que 1,5% de ça sera consacré à des infrastructures, c'est-à-dire d'autres choix au-delà des questions de défense. Mais cela dit, des objectifs ambitieux, parce que, alors ça sert aussi les intérêts de ceux qui pensent qu'il est très important de toute façon d'investir dans la défense sur le long terme. Mais quelque part, d'offrir à Donald Trump cette espèce de victoire des 5%. Et puis là, plus récemment, d'être contraint dans sa prise de parole autour de la problématique vénézuélienne. C'est pas seulement que les Européens se sont muselés vis-à-vis du Venezuela, parce qu'en réalité, voir tomber Maduro, c'est quand même quelque chose de positif. Maduro ayant affamé son peuple, ce régime ayant été un régime de prédation pendant des plus de 20 ans, 25 ans. Maintenant, il était vraiment temps qu'il tombe. Donc on ne le pleurera pas, Maduro. Mais d'abord, le régime derrière n'est pas tombé. Il reste à voir ce que ça va devenir. Mais surtout, ce qui a été bafoué, c'est le droit international. Et là, les Européens se sont prononcés contre, mais sont coincés par cette dépendance à la sécurité américaine qui fait qu'au cours de ces dernières années, ils ont surtout privilégié la stabilité du front ukrainien et le fait de pouvoir encore défendre l'Ukraine. Bon, le fait qu'il y ait, il y a 5 ans, cet assaut sur le Capitole qui était clairement antidémocratique, et qu'aujourd'hui, Donald Trump décide de mener une campagne militaire sans en avertir le Congrès, c'est-à-dire en violant la Constitution. Est-ce que c'est le signe que quelque chose a changé aujourd'hui dans la démocratie américaine, que cette démocratie n'est plus qu'une démocratie relative? Comment le nommeriez-vous, Rana Levy? C'est une démocratie très robuste qui a un président qui doit faire avec un président qui bafoue les règles de la démocratie, avec le soutien d'une partie du Congrès, du Parti républicain et d'un électorat
très soudés avant, moins soudés aujourd'hui. Ce qui frappe dans l'opération au Venezuela par rapport, par exemple, à l'assaut contre le Capitole, c'est que le principe est le même. C'est-à-dire, c'est la force qui détermine le droit et pas l'inverse. Dans les deux cas, Trump a décidé qu'il a gagné les élections et que donc le Congrès devait ratifier cette victoire, et le Congrès n'ayant pas accédé à cette exigence, le Congrès a été attaqué. Le Congrès, la Constitution est toute une tradition sacrée de l'histoire américaine qui tout d'un coup s'est trouvée dans les fumées d'un assaut inimaginable et qui a créé d'une certaine manière une rupture dans la continuité de l'histoire américaine. Mais vous dites constitution robuste, mais à partir de quand, Rana Levy, peut-on considérer qu'on a affaire, je ne sais pas, à une république autoritaire ou à quelque chose qui n'est plus complètement une démocratie? Puisque si on bafoue de cette manière-là pour quelque chose d'essentiel, une règle constitutionnelle. Trump a bousculé beaucoup d'éléments de l'esprit des institutions. Il ne faut pas oublier qu'une constitution n'est pas seulement un ensemble de lois, ce sont aussi des conventions et des traditions et qu'on hésite ou qu'on s'interdit de violer. Et là-dessus, il a introduit dans la politique américaine un élément, je dirais, d'une démocratie révolutionnaire. C'est un concept qui n'existe pas encore et auquel il est en train de donner une consistance. Mais il ne faut pas oublier que la Constitution américaine dispose d'institutions, de procédures et qui ne peuvent pas succomber à des assauts même aussi violents que lui inflige Trump depuis sa réélection. Bon, on va revenir sur cette notion de révolution trumpienne pour voir ce qu'elle recouvre concrètement selon vous. Célia Belin, même question sur le fait de savoir si l'Amérique demeure une démocratie, si celle-ci n'a pas aujourd'hui franchi un cap avec cette décision de Donald Trump de violer la Constitution. La démocratie américaine va avoir 250 ans cette année. Et il faut bien voir qu'elle a été une démocratie pendant tout ce temps, alors même qu'elle a été aussi, à différents moments, une expérience dans laquelle pouvait exister en même temps l'esclavage, puis ensuite la ségrégation, puis évidemment un bafouement de droits de minorité de tout ordre, de tout l'internement des Japono-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ne donner qu'un exemple. Donc l'idée même que puisse coexister la démocratie américaine et le bafouement des droits des minorités, c'est une réalité. Ce que l'on observe au cours de ce second mandat, encore plus fort qu'au cours du précédent, c'est un retour en arrière, une perte pour le pluralisme américain, une perte pour le libéralisme américain, pour le droit des minorités, encore une fois. Là, il y a un vrai retour de bâton, un retour en arrière. Ce sont des droits sur lesquels les Américains vont devoir se battre de nouveau. Et ce qui est remis en question également, c'est le développement d'un certain nombre de contre-pouvoirs à l'exécutif. La théorie que défend les républicains et Donald Trump, parce que lui le défend de façon bête et méchante en voulant capter tout le pouvoir, c'est la théorie de l'exécutif unitaire, l'idée que l'ensemble du pouvoir exécutif est entre les mains du président, c'est-à-dire que lui et lui seul décide de tous les éléments du pouvoir qui ont attrait à l'exécutif et qui reprend le pouvoir aux agences fédérales, le pouvoir aux différentes bureaucraties. C'est lui tout seul qui décide de absolument tout pour ce qui est du pouvoir exécutif fédéral. Et là, il devrait y avoir... Ça n'est pas la définition justement d'un pouvoir autoritaire?
Eh bien, en fait, chez les constitutionnalistes américains les plus originalistes, ils considèrent que non, que c'est comme ça que les pères fondateurs ont pensé la démocratie américaine, avec un pouvoir exécutif fort, auquel doit lui faire face un pouvoir législatif fort et un pouvoir judiciaire fort. Le problème actuellement, c'est que l'un et l'autre, le législatif et le judiciaire, on les entend beaucoup moins. Ils sont aussi tenus et surpris par ce pouvoir exécutif, mais c'est peut-être ça qu'on verra un jour revenir, c'est les deux autres grands contre-pouvoirs pour s'opposer à Donald Trump. On se retrouve Célia Belin, docteur en sciences politiques, directrice du bureau français du Conseil européen pour les relations internationales. Rana Levy, historien. On vous doit notamment Le chaos de la démocratie américaine aux éditions Gallimard. Dans une vingtaine de minutes, j'aimerais revenir justement sur cette notion de révolution, révolution populiste aux États-Unis, mais on voit bien que celle-ci irrigue un peu partout dans le monde, en Amérique latine, mais pas uniquement. Qu'est-ce qu'elle recouvre? A-t-on affaire à un système politique parfaitement inédit, puisque l'on voit qu'on n'a affaire ni à une dictature, ni à une démocratie classique? On en reparle donc. En attendant, il est 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, la politique américaine avec bien sûr le coup de force au Venezuela, avec il y a 5 ans l'attaque du Capitole organisée par des partisans de Donald Trump. On en parle avec Célia Belin, docteur en sciences politiques, directrice du bureau français du Conseil européen pour les relations internationales. Et Ran Alevi, vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et on vous doit notamment Le chaos de la démocratie américaine aux éditions Gallimard. Ran Alevi, vous avez parlé de révolution trumpiste. Généralement, dans les révolutions, qu'il s'agisse de la Révolution française ou d'autres formes de révolution, des révolutions conservatrices, il y a une utopie. Quelle est l'utopie trumpiste? Je ne crois pas à une utopie trumpiste. Je crois que le coup le plus réussi de Trump a été de restituer une dignité à une population complètement dépolitisée qu'il a repolitisée et qu'il a galvanisée et qui lui a permis d'ailleurs de prendre les rênes d'un parti républicain qui pensait en faire le domestiquer quand il est arrivé au pouvoir. Il a réussi ce qui était révolutionnaire. Tout ce qui est révolutionnaire chez Trump n'a rien d'utopique, mais il est sans précédent. Cet homme s'est emparé d'un parti, d'un régime, d'un système politique, quasiment par le génie, peut-être malfaisant, par le génie d'un talent qui n'est jamais vu en politique. Alors, attendez, parce que Make America Great Again, ça c'est une utopie qui pourrait dire on va vous restituer l'Amérique, je ne sais pas, des années 60. Peu importe que dans les années 60, l'Amérique ne soit pas comme dans le souvenir de Donald Trump. Make America Great Again me rappelle tous les slogans jacobins, la volonté du peuple, le salut public. Ce sont des slogans mobilisateurs d'une grande puissance, je dirais, électorale et politique, mais qui ne débouchent sur aucun programme précis. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a échappé à beaucoup de monde. Quand Trump a voulu installer l'idée de l'unité du pouvoir exécutif, c'est-à-dire la supériorité du pouvoir exécutif, dans sa nouvelle administration, il a invoqué une notion qui vient directement de la Révolution française, c'est-à-dire de la volonté du peuple. Il dit le président, un théoricien trumpiste de la Maison-Blanche, a expliqué, Trump l'a répété, que le président a une légitimité qui est supérieure à toute autre institution, et notamment le pouvoir représentatif, les deux assemblées, parce qu'il procède directement de la volonté du peuple. Ce qui est une plaisanterie, parce que il n'est pas élu par le peuple aux États-Unis. Le système électoral, c'est un système par collège électoral. D'une certaine manière, les représentants du Congrès sont plus représentatifs que Trump. Mais l'idée d'introduire dans une tradition américaine établie depuis 2 siècles et demi et considérée comme sacrée, une notion qui lui est si étrangère, ça, c'est révolutionnaire sans être utopique pour autant. Célia Belin.
Quand on entend Make America Great Again, ça fait en effet référence à cette Amérique un peu fantasmée des années 50 et ça a de l'importance parce que c'est l'Amérique avant les années 60. Et les années 60, c'est l'apport, le développement des réflexions libérales et du libéralisme des deux côtés de l'Atlantique avec cette révolution des droits des minorités, évidemment une sortie de la ségrégation américaine mais aussi le droit des femmes, le droit des minorités de tout ordre. Et c'est vraiment cette période-là qui est remise en question par cette révolution populiste trumpiste, qui est guère idéologue, mais dont il y a quand même certains soubassements idéologiques. D'ailleurs, il y a une partie des penseurs qui revendiquent, qui ont créé par exemple le journal, le magazine post-libéralisme, cette idée qu'il faudrait faire évoluer cette démocratie américaine pour revenir à une démocratie américaine d'avant les années 60, également d'avant les années 90, parce que les années 90, c'est la démocratie libérale appliquée à l'ensemble du monde. Et c'est cette idée que l'interventionnisme libéral est positif finalement, soit pour les États-Unis, soit pour l'ensemble du monde, et de revenir au contraire à la notion de la nation américaine, des intérêts nationaux étroits, voire des intérêts nationaux impérialistes, comme on le voit actuellement, qui rejette l'idée d'une responsabilité internationale de l'Amérique comme gendarme du monde. Donc c'est tout cela qui en ce moment est contesté avec une Amérique MAGA qui souhaite revenir à un noyau finalement autour d'une famille en général blanche, chrétienne, traditionnelle, conservatrice du cœur des États-Unis et qui est posée comme modèle finalement de cette Amérique trumpiste. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Célia Belin, notamment, c'est la question du capitalisme, puisque le capitalisme vu par Donald Trump est une sorte de capitalisme de prédation. On l'entendait même pour justifier d'ailleurs l'opération au Venezuela, c'est-à-dire qu'à la fois on est dans un système où l'argent est roi, mais où un certain nombre de règles essentielles au libéralisme, comme par exemple la concurrence, donc la lutte contre les monopoles, donc la séparation de la politique et de l'argent, sont complètement bafouées. Alors, il y a dans la politique économique de Donald Trump, en tout cas la manière dont lui l'amène, des éléments qui plaisent énormément à sa base MAGA. C'est toute la partie qui est sur la reconstruction industrielle, cette approche productiviste en disant on va on va emmener énormément d'énergie, c'est la domination énergétique pour finalement faire flamber l'économie américaine et donc lui permettre de produire de nouveau parce que il y a cette idée que derrière l'Amérique industrielle, ce sont l'Amérique du cœur des États du Midwest qui produit et qui est prospère, alors que cette Amérique capitaliste financière, c'est celle des deux côtes Est et Ouest et qui a nui à la classe moyenne américaine. Mais Donald Trump ne s'arrête pas là et il a aussi ce capitalisme de prédation individuelle, également oligarchique, qui est en ce moment à l'appui notamment des intérêts de la Silicon Valley. Et ça crée des divisions au sein de la base MAGA. On le voit très bien dans la dispute très fréquente entre Elon Musk et Steve Bannon, le penseur du populisme trumpiste, où ces deux personnages se détestent parce que Steve Bannon notamment accuse Elon Musk finalement de détruire la classe moyenne américaine et cette révolution numérique, y compris avec l'intelligence artificielle, continue de détruire cette base industrielle américaine. Et là, on voit un désaccord profond d'approche, mais que Donald Trump réconcilie à travers son culte de la personnalité. C'est un peu ça qui continue de faire tenir la base MAGA, c'est que Trump, lui, n'a jamais tort. Donc, entre eux, ils se disputent et Trump, lui, jusqu'à présent, arrive à les réconcilier. Oui, avec des faits tout à fait étonnants là aussi, comme par exemple le fait de rebaptiser le Kennedy Center Trump Kennedy Center. On écoute Donald Trump à ce sujet. Well, I was honored by it. The board is a very distinguished board, most distinguished people in the country.
Je traduis. J'ai été très honoré. Le conseil d'administration est très prestigieux. Il est composé des personnes les plus éminentes du pays et j'ai été surpris et honoré par cette distinction. Vous savez, nous avons sauvé le bâtiment. Il était en très mauvais état, tant sur le plan physique que financier. Maintenant, il est très solide, très robuste. On a reçu un nombre record de dons, notamment du Congrès. Nous avons donc sauvé le Kennedy Center et cela a été proposé par l'un des membres très éminents du conseil d'administration qui a voté à l'unanimité, Rana Levy. C'est encore un coup réussi de Trump qui, par le talent extraordinaire qu'il déploie, plie toutes les, toutes les traditions et se fait même l'incarnation d'un centre culturel, lui, qui n'est pas connu pour être un prophète de la culture. Mais il veut le prix Nobel, et je vois le même discours possible si un jour il reçoit le prix Nobel. Mais si vous le permettez, je voudrais revenir sur la dispute à propos de la réindustrialisation des États-Unis, parce que c'est un des plus grands échecs du Trumpisme. Et c'est un échec du Trumpisme parce qu'on ne peut pas réindustrialiser l'Amérique comme Trump le promet, comme Steve Bannon l'annonce, parce que ce type d'industrie est morte et les emplois qu'on promet aux militants de base de MAGA de restaurer sont périmés. D'une certaine manière, on ne peut plus revenir à l'industrie que Trump promet de rétablir et un jour ou l'autre, on finira par s'en apercevoir. Tous les économistes vous expliquent que cette industrie-là est morte parce qu'elle ne pouvait pas survivre, qu'il faut d'une certaine manière réorienter les travailleurs américains, la classe ouvrière du Midwest, à des emplois de type nouveau. Et c'est quelque chose qu'a prêché pendant quelque temps J.D. Vance, avant de se taire. Dès qu'il y a une contradiction qui vient de haut, il se tait, comme il se tait à propos du Venezuela. Oui, on l'a peu entendu. Pour autant, il y a des voix qui se font jour sur le Venezuela et qui témoignent à l'intérieur du camp MAGA d'un désaccord sur cette politique menée par Donald Trump. This is a conflict of long standing. The United States, under a number of different administrations, has said out loud. C'est Tucker Carlson qui est donc l'un des partisans du camp MAGA qui s'exprime. Je traduis ses propos. Les États-Unis, sous plusieurs administrations différentes, ont déclaré ouvertement « Nous aimerions que quelqu'un d'autre dirige ce pays ». Maintenant, c'est un peu étrange quand on y pense qu'un pays puisse simplement dire à un autre pays « Nous n'aimons pas votre dirigeant ». Parmi tous ces changements de régime influencés par le gouvernement américain, combien ont fonctionné? Quelqu'un dirait-il que pendre Saddam Hussein a amélioré la situation en Irak, rendu le monde plus sûr et l'Amérique plus prospère? Eh bien, cela a renforcé le pouvoir de l'Iran et ainsi de suite. Donc dire que les États-Unis n'ont pas un bilan positif en matière de changement de régime, c'est un euphémisme. Cela ne fonctionne jamais, mais apparemment nous recommençons. La question est donc pourquoi? Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi sommes-nous si opposés à Nicolas Maduro, dit Tucker Carlson, Rana Levy? On est au cœur des déchirements du mouvement MAGA. Parce que un des éléments centraux de l'idéologie MAGA, c'est l'isolationnisme. Et ce qui a amené MAGA à s'aliéner, par exemple, le soutien à Israël. Il y avait le sentiment, et c'est Carlson qui était le porte-parole le plus éloquent de ce sentiment, qu'Israël abuse de la générosité des États-Unis par des relais d'institutions juives aux États-Unis, ce qui a éveillé l'obsession du complot, l'accusation des Juifs prédateurs. Et il y avait, à travers ce rapport au conflit du Proche-Orient et du soutien à Israël, la question de l'antisémitisme a ressurgi à droite à travers ou par le biais de la question israélienne. Donc il y a d'un côté l'isolationnisme et de l'autre côté, ce qui joue en ce moment, c'est le Venezuela, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est lié à l'immigration, c'est lié à la drogue. Et du coup,
en plus, c'est une manifestation de force où l'Amérique montre ses muscles. Et donc, il y a une sorte de contradiction intérieure. Et même chez certaines personnes, ils peuvent être divisés entre eux-mêmes Mhm. sur la question de savoir si cette aventure est valable. Et je crois que là, Carlson a résumé d'une manière très éloquente la position pure de MAGA. Et il suffit on ne sait rien de ce qui va se passer au Groenland et surtout au Venezuela. On est devant une inconnue totale. Mais si les choses tournent mal, là, c'est pas pour la première fois, mais là, Trump risque d'avoir de vrais problèmes avec sa base populiste. Célia Belin. L'Amérique qui a voté pour Donald Trump en 2016, en 2020, en 2024, c'est très est concentrée dans ces États qui ont été les principaux pourvoyeurs de soldats au cours des guerres, notamment des guerres de l'administration George W. Bush, de changement de régime en Irak ou la guerre en Afghanistan post-11 septembre. Et cette Amérique, donc c'est l'Amérique des vétérans qui a perdu plus de 5000 hommes en Irak, par exemple. Une Amérique qui a contribué des milliers de milliards de dollars pour financer ces guerres pendant 20 ans, mais également qui ensuite, avec tous ces vétérans qui sont retournés sur ces terres, a énormément souffert dans sa chair, physiquement, psychologiquement, et qui est aussi l'Amérique qui a le plus souffert de cette vague de cette épidémie des opioïdes, avec des centaines de milliers de morts par overdose, une centaine de milliers de morts par overdose chaque année. Et c'est pour ça que Donald Trump, quand il arrive en 2016, puis 2020-2024, et qu'il dit « je vais m'occuper du problème de la drogue, je vais fermer les frontières, je vais empêcher ces trafics », et que là, il a utilisé le même argument sur le Venezuela. Et surtout, je ne vais pas intervenir à tort et à travers n'importe quand, parce que la guerre en Irak était une imbécilité, parce qu'on ne doit plus intervenir pour aider des pays qui ne nous le rendent pas, etc. Tout ça a parfaitement fonctionné dans cette Amérique MAGA et a enthousiasmé cette Amérique MAGA à voter Trump. Or là, depuis un an, Mhm. Donald Trump, étant maintenant complètement lâché sur tout un tas de fronts, ne réfléchit plus tout à fait exactement comme le Donald Trump de 2016 ou même celui de 2020. Et il n'a plus dans la salle qui que ce soit qui le pousse à se modérer, mais au contraire, tout un tas d'entrepreneurs, et là c'est Marco Rubio, son secrétaire d'État, qui l'a poussé sur le Venezuela, d'entrepreneurs politiques qui lui vendent tel ou tel projet impérialiste, et qui, pour des raisons peut-être bassement prédatrices, ça l'intéresse. Là, d'un seul coup, se trouve en décalage avec cette base, et on a un Donald Trump qui est interventionniste. Il a bombardé l'Iran, il a bombardé plus récemment le Nigeria, il est intervenu, comme il le dit très bien, pour résoudre 8 conflits différents, et puis là, très récemment, il est intervenu très fortement au Venezuela, allant kidnapper son président. Et donc l'Amérique MAGA, là, est perdue et se sent perdue par rapport à cette logique qui était de se recentrer sur ses intérêts nationaux très profondément, de faire une Amérique forteresse qui pourrait la protéger enfin de ces trafics de drogue, enfin de ces vagues migratoires et qui allait se réindustrialiser. Et là, d'un seul coup, c'est un autre thème qui est vendu aux Américains. Et donc, il y a un moment où il y a un peu de flottement. Et on se demande comment est-ce que Donald Trump va réussir à vendre ça finalement à ses Américains. Alors moi, c'est exactement ce que je me demande et ce que je vous demande, Rana Levy. Imaginons donc que cette utopie trumpiste, elle n'aboutisse pas à ce qu'elle a promis, avec donc une série d'interventions comme le Venezuela, peu importe d'ailleurs la manière précise dont les choses pourraient tourner, il est peu probable que cela améliore le sort des Américains. Quand une utopie ne parvient pas à réaliser ce qu'elle a promis, qu'est-ce qui se passe? Quel pourrait être le futur du Trumpisme alors que le mouvement MAGA est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, divisé? Il y a un mystère dans
dans les années Trump et dans le régime Trump, c'est que d'une certaine manière, il flotte au-dessus de tous les conflits qui risquent de miner son mouvement. Mais je crois que cette fois, il se trouve devant une contradiction essentielle qui va se heurter bientôt à une élection de mi-mandat. Et il est très impopulaire en ce moment. Il est plus impopulaire qu'aucun président récent à ce stade de son mandat. Et il est en train de diviser. On voit les sondages sur l'intervention au Venezuela. Le mouvement MAGA est perdu d'une certaine manière parce qu'il est très divisé. Les sondages montrent qu'ils sont divisés quasiment à moitié. Et donc, tout dépend de ce qui va se passer dans les mois qui suivent, dans les suites de cette opération, parce que pour l'instant, il ne faut pas oublier qu'on ne sait rien de ce qui peut arriver. Les Américains voient, et le mouvement MAGA voit un président qui explique que les titulaires légitimes pour succéder à Maduro ne pas qualifié aux yeux de Trump, et donc il prend l'adjoint de Maduro dont il dit que si elle ne satisfait pas ses attentes, elle va être remplacée, et s'il faut intervenir une deuxième fois, il le fera. Il est en contradiction absolue à tout ce qui pouvait mobiliser son électorat, et donc il est dans une sorte de tournant. Célia Belin, un mot de conclusion sur cette page, ces 5 ans de Trumpisme depuis donc l'assaut sur le Capitole. Donald Trump, finalement, dans son premier mandat, était mieux servi par les gens qui, lui, considéraient qu'il le contenait, qu'il le contraignait. Et parce que ses conseillers lui permettaient de prendre les bons instincts du Trumpisme, c'est-à-dire la remise en question du préétabli, la volonté de prendre des risques, etc., et le transformer en politique qui n'a pas si mal marché. Je mets à part la crise Covid. Mais là, dans ce deuxième mandat, il est complètement lâché. La crise Covid, il a Sur financé les vaccins. Sur les vaccins, c'est une grande réussite. Oui, Et là, il se lâche complètement et il n'y a plus personne pour l'aider à transformer ça en politique cohérente. Et ils vont dans tous les sens, à toute vitesse. Alors, ça a été un des idées de ce mandat-là, d'aller très vite, d'aller très fort et de continuer. Mais il y a cette espèce de fuite en avant et on ne sait pas bien, on va voir ça dans les élections de mi-mandat, on ne sait pas bien comment ça va retomber et si effectivement Donald Trump peut rester au contact de cette base qui a fait son succès politique. Rana Levy, a priori, est-ce qu'il peut rester en contact de cette base très rapidement ? il peut parce qu'il lui donne une substance et il l'incarne d'une certaine manière. Mais il ne faut pas oublier que les institutions américaines sont très robustes, que des élections ont lieu tous les 2 ans et que donc rien n'est signé. Rana Levy, on vous doit le chaos de la démocratie américaine. Vous êtes historien et directeur de recherche au CNRS. Célia Belin, docteur en sciences politiques, directrice du bureau français du Conseil européen pour les relations internationales.